Bonjour, je suis retraité. J'ai été élu au CHSCT de Roussé-Luclaf, Sanofi maintenant à Romainville pendant 20 ans. 2 de mes collègues de travail sont morts d'un mésothéliome. Une dizaine ont eu d'autres maladies de l'amiante. Et personnellement, je n'oublierai jamais l'accident mortel dont a été victime un jeune de 31 ans, asphyxié dans un réacteur, ni de l'enquête menée avec ses collègues. Je milite aussi à l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, depuis l'année de sa fondation en 1996. Avec la DEVA 93 en Seine-Saint-Denis, depuis sa création, nous avons pu aider les familles de 280 personnes décédées de l'amiante. Cette double expérience m'a conduit à une certitude: la suppression du CHSCT serait une attaque majeure contre la santé et la vie des salariés, une attaque dont le prix à payer serait des conditions de travail plus dégradées, davantage d'accidents, davantage de maladies et de décès dus au travail. Et le transfert de ces attributions à une instance soi-disant polyvalente est en fait une sinistre duperie qui risque d'aboutir tout simplement à noyer la question de santé au travail comme une question subalterne traitée en fin d'ordre du jour. En tant qu'élu au CHSCT dans une grande entreprise chimique, je me suis beaucoup occupé de la prévention des cancers professionnels et particulièrement des cancers de l'amiante. J'ai pu mesurer l'efficacité des outils réglementaires, le droit d'alerte, les enquêtes accidents du travail, mais aussi les enquêtes maladies professionnelles, les expertises, le suivi médical, la mise en danger d'autrui, des outils actuels pour éviter la survenue de cancers dans 20, 30, voire 50 ans. J'ai pu aussi me coltiner avec la difficile question de la sous-traitance. En tant que militant associatif, j'ai eu plaisir à travailler avec des élus CHSCT, militants de terrain, dans le travail de mémoire qui permet de documenter rétrospectivement les expositions professionnelles pour faire reconnaître une maladie ou obtenir une condamnation pour faute inexcusable de l'employeur. Le CHSCT ne doit pas être une instance technique, un conclave entre spécialistes. C'est un des outils majeurs de l'action syndicale avec les salariés et c'est un contrepoids, une sorte de contre-pouvoir face à la logique dévastatrice du profit maximum et à la déshumanisation du travail que nous voyons aujourd'hui. J'avais cette semaine au téléphone un veuf dont l'épouse avait été emportée par un mésothéliome. Vous ne savez pas la chance que vous avez de travailler pour cette entreprise, lui avait dit son patron 6 mois avant le diagnostic du cancer, qui devait l'emporter 317 jours plus tard. Quelques jours après les obsèques, son mari a reçu un document rédigé par la direction le jour même de son décès. Madame X nous quitte, libre de tout engagement. Rien d'autre. Pas une ligne de condoléances après 39 ans et 5 mois de maison. La défense du droit fondamental de tout être humain au respect, c'est aussi l'enjeu de la défense du CHSCT. J'ai beaucoup aimé militer dans cette instance où l'on se sent immédiatement utile et où il est souvent plus facile d'arriver à l'unité d'action syndicale que dans d'autres instances. J'ai vu comment des syndicalistes actifs au CHSCT peuvent construire des synergies sur la défense de la santé au travail avec des syndicats de retraités, avec des experts indépendants et des associations de victimes.
Le CHSCT doit rester une entité à part entière, portée par des syndicalistes motivés sur la santé au travail, une instance autonome et dotée du pouvoir d'ester en justice. La réunion d'aujourd'hui est importante et j'apprécie aussi l'état d'esprit dans lequel elle s'engage, pas pour saluer l'enterrement d'une instance, mais pour réfléchir ensemble sur comment continuer dans des conditions plus difficiles à défendre la santé au travail. Et je suis heureux que l'Andeva puisse y participer. Je suis avocat et j'ai travaillé longtemps avec le milieu syndical. Allô ? Oui, j'ai travaillé longtemps avec le milieu syndical et ce qui se passe sur le plan légal avec le CHSCT qui est confondu avec les autres organisations, les autres institutions représentatives du personnel est préoccupant. Le CHSCT a une personnalité particulière. D'abord, il a la personnalité juridique. Et donc, cette personnalité juridique est particulièrement importante et doit se distinguer des possibilités d'intervention des autres institutions représentatives du personnel. Car cette institution, le CHSCT, quelquefois il faut développer des abréviations, comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, c'est comme BNP, Société Générale, etc. Il faut développer comme SNCF. Il ne faut pas oublier que SNCF, ça veut dire Société Nationale des Chemins de fer français. Donc, il y a certaines abréviations, il ne faut pas trop les conceptualiser, il faut les développer aussi. Et donc, cette personnalité juridique du CHSCT permet d'aller au-delà des questions de l'entreprise qui a lieu sur les questions financières et sur les questions de profit. C'est la santé des travailleurs, c'est leur condition de vie en général qui est mise en concept avec cette institution. Et donc, à partir du moment où cette institution a la personnalité juridique, elle peut exister en dehors de l'entreprise. Et cette existence citoyenne dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise peut être un point d'appui extraordinairement fécond pour les luttes sociales, pour l'amélioration des conditions de vie, et peut même aboutir à un déblocage des institutions internes des entreprises en face de tel ou tel risque. Et donc, la façon dont le CHSCT intervient sur le plan judiciaire, notamment, il intervient pratiquement dans l'urgence, dans l'actualité de la question sociale, et non pas dans la lointaine solution des problèmes judiciaires. Donc, c'est un élément extrêmement vivant et qu'il y a lieu de préserver et qui fait partie de la citoyenneté des organes représentatifs du personnel. Bonjour, Eric Pascal. Je suis de la Fédéchimie CGT. Moi, je trouve que quelque part, ce qui nous arrive, alors c'est insupportable, c'est tout ce qu'on a dit, mais c'est peut-être aussi la démonstration du fait qu'on ait bien fait notre boulot pendant toutes ces années. C'est-à-dire que, bon, je vais dire des gros mots, on a été que des CHSCT, CFDT, c'était en accompagnement. Ils n'auraient pas touché vu qu'on n'aurait emmerdé personne. Sauf que quand on a des vrais CHSCT de militants qui vont regarder la différence entre le travail réel et le travail prescrit, regarder comment sont martyrisés les gens par leur travail, mais forcément on emmerde le monde.
ça a été dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu des vrais CHSCT de combat à la SMECMA, à la Caisse d'épargne et ailleurs, et on n'en serait pas là, ils n'auraient pas mis sous le talon et écrabouillé comme des scarabées ou je ne sais pas qui. Donc, c'est la démonstration que ils n'ont pas, eux, oublié la lutte des classes. Nous, on l'a un peu oublié parce que bon, on s'est endormi, c'était peut-être devenu un gros rôle la lutte des classes. Eux, en face, ils ne l'ont pas oublié, et quelque part, on n'a que ce qu'on mérite. Je suis désolé, les camarades et les autres, mais c'est mon année. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre ça? Bon, force est de constater qu'on est tous foutus de se réunir pour faire une manif. Je ne sais pas, il va falloir lutter. Comme disait un camarade il n'y a pas longtemps, on est trop grand, on n'a plus faim. Bon, moi je suis trop grand, mais j'ai toujours faim. Donc bon, alors il y a ceux qui disent aussi, oui, mais peut-être pas la CES ou la CSE, je ne sais pas dans quel sens ça se met. Il y aura quand même le CHS, les IRP sont fondus là-dedans, mais il faut arrêter de croire au Père Noël, même si c'est quelque Noël, quoi. C'est de la foutaise, tout ça. Il y aura une espèce de bazar qui sera tout et rien. Et quand on sait tous que quand on mélange tout, eh ben, dans la soupe il y a tout et t'as jamais le goût des navets et des carottes. T'as le goût de ce que ça constitue. Donc ça va être compliqué, mais je pense qu'il faut surtout pas qu'on oublie de lutter parce que qu'on lutte pour nos prérogatives. Alors ce qu'on dit, vous les syndicalistes, vous luttez pour vos prérogatives. Mais c'est pas ça, parce qu'au bout, c'est les travailleurs qui vont être impactés. Et c'est eux qui vont être en première ligne et qui vont morfler dès que la CSE ou la CES va remplacer le CHSCT dans la boîte. Les mecs ils vont prendre ça de pleine face et ça va être excessivement compliqué. Et les quelques. Alors l'autre, comment il s'appelle, Colomb là. Ah, il a dit oui, alors je ne suis pas pour que les gens se suicident, même si c'est des flics, c'est pas bien. On est capable de dire qu'il y a des flics et des gendarmes qui se suicident et on est capable de les compter. Nous, quand on dit qu'il y a des gens qui se suicident au travail, à cause du travail, on est des bolcheviques, des jusqu'au-boutistes, peut-être même des civiques. Et ça, c'est pas possible. Il faut arrêter de faire croire que les gens se suicident au boulot parce que leur femme, leur mari ou leur copain, je ne sais pas qui, les fait chier. C'est pas vrai. C'est que c'est le travail qui les tue, ces gens-là. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas. Mais je pense qu'il faut surtout qu'on lutter parce qu'on aura raté quelque chose et les gens qui bossent avec nous en voudront. Et moi, je pense qu'on s'en voudra aussi parce que déjà, tous ceux qui sont là, ils sont pas là parce qu'ils ont envie de passer une journée à Paris. Il faut qu'on ait la capacité de lutter, il faut qu'on ait la capacité de mobiliser pour la santé. Le camarade, le monsieur, il vient de parler de l'endéva des cancers, mais combien de cancers? Parce que nous qui sommes un peu formés en santé de travail, on sait que les VLEP c'est des conneries pour les cancers, mais les mecs qui ne sont pas formés à ça vont ah ben ouais, s'ils ont dit que l'IPPM c'est qu'en dessous on ne peut pas avoir le cancer, mais c'est des histoires. Quand on bouffe des feuillets, on ne sait pas lequel vous fait péter, ils en pètent quand même. Et l'histoire des PPM pour les cancers, ça fait rigoler, mais c'est la même chose. Tu ne sais pas si quand la norme elle est à 10, si c'est le 9e ou le 11e qui te file le cancer, mais t'en fais quand même. Donc, quand tu n'as pas ces formations-là, le patron il aura toujours raison, c'est peut-être ce qu'il cherche. Bon, je fais vite, et je reprendrai la parole tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Wilfried. Alors, c'est un métier un peu particulier. Je suis consultant dans un cabinet d'expertise auprès des comités d'entreprise. Et je suis par ailleurs élu à la DUP. Et j'ai été auparavant élu CHSCT. Et nous, j'aimerais juste partager un peu l'expérience, puisque j'ai un peu de recul là-dessus, puisque notre direction a choisi de passer en DUP élargi. Donc en délégation unique personnelle élargie, c'est-à-dire on a déjà connu la fusion des instances avec la suppression du CHSCT. Simplement, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, il y a un camarade de la RATP qui a dit que ce soit CHSCT-CE ou bien CSE, on va de toute façon continuer à se battre, les prérogatives restent les mêmes, etc. etc. Moi, ce que je constate, c'est que depuis qu'on a supprimé le CHSCT en tant qu'instance, eh bien, les sujets sur les conditions de la santé au travail sont, je ne dirais pas passés au second plan, mais en tout cas sont noyés dans l'ensemble des autres sujets qu'ont à traiter les comités d'entreprise, ou en l'occurrence ici, cette instance unique. Et j'en veux pour preuve qu'effectivement, la loi a prévu que certes, les prérogatives sont maintenues et que par ailleurs, il doit y avoir à minima 4 réunions par an qui doivent être consacrées à des sujets relevant de l'ex-CHSCT.
Et bien dans l'entreprise, il n'y en a eu aucune réunion cette année. Et pourtant, je l'ai demandé à plusieurs reprises, etc. Et ce que je veux dire, c'est que tant qu'il y a encore des militants qui effectivement ont la mémoire, ou auront la mémoire du CHSCT, de ces enjeux, etc., ça va fonctionner. Mais dans les entreprises qui se doteront nouvellement d'un CSE où il n'y a pas d'organisation syndicale et encore moins de militants qui ont connu les problématiques spécifiques CHSCT, quelle était la nature des discussions et de la façon dont on abordait les problèmes spécifiques aux conditions de travail, on va se retrouver avec une perte des méthodes d'action. Et il y a une vraie question là-dessus, comment faire pour se structurer dans ces nouvelles conditions institutionnelles pour que tout le savoir-faire accumulé par des générations de militants ne se perde pas petit à petit au fur et à mesure du renouvellement des personnes et des mandats. Voilà. Jean-Siane Thomas, je suis donc toujours la syndicale de la CGT, mais voilà, je suis déléguée syndicale centrale, donc le mandat national dans mon groupe Solvay, également Fédération de la chimie. Et en même temps que, à titre personnel, je me bagarre pour le maintien des CHSCT ou une nouvelle du CHSCT dont nous avons besoin, je suis amenée à négocier dans mon groupe un accord, ce qu'on appelle, le terme est joli, rénovation du dialogue social. Vous apprécierez le titre. Et dans le cadre de cet accord, déjà qui a été une première mouture signée en 2016, donc nous étions le premier accord national qui validait la fusion des instances représentatives du personnel, qui diminuait les moyens aux organisations syndicales et qui valorisait le parcours des militants. Nous avons, suite aux ordonnances Macron, il a fallu refaire, inclure, c'était une adaptation de l'accord avec les ordonnances Macron. Et en fait, la négociation s'est tenue il y a 15 jours. Ce qu'il est sorti de cette négociation, ce que nous avons réussi à grappiller, mais tout après une question de rapport de force, au rapport de force, et puis également en termes de rapport de force, avoir soit des partenaires sociaux ou des acteurs sociaux dans l'entreprise, vous savez passer à la nuance, puisque la direction, ce qu'elle a proposé, c'est l'application de la loi, et rien que la loi. Nous sommes quand même un groupe qui valorise sa responsabilité sociale régulièrement sur PFM, par le directeur des relations sociales qui s'appelle pour certains, pour ceux qui connaissent Jean-Christophe Sibéras, ou directeur et PDG également qui dit Solvay, entreprise socialement responsable. Et donc, c'est la loi, rien que l'application de la loi. Alors, une instance centrale composée de 20 membres, je la fais courte. Demain, il est prévu une sortie d'activité qui va impacter l'instance. Donc, on est actuellement 5500 salariés en France, plus que 5500 salariés en France. La sortie d'activité, moins 1500, 20 membres. Demain, il y a 3 membres qui vont sortir du fait de la cession d'activité à un autre groupe chimique. Et on va se retrouver avec 17 membres. Et parmi ces 17 membres, il y aura quand même une instance. Il n'y aura plus que les titulaires dans l'instance. Les suppléants, on n'a même pas réussi à négocier ceux qui sont en préparatoire. Et l'instance de la commission santé-sécurité, conditions de travail et développement durable. Bien sûr, parce qu'on a rajouté le DD derrière, centrale, et avec 12 membres, voilà, 12 membres, et avec une voix qui va aider l'instance centrale à formuler un avis sur les questions de santé-sécurité. Voilà, mais en termes de prérogatives, les prérogatives, elle n'en a plus. Enfin, déjà, on va me dire, en centrale, il n'y a pas d'instance forcément, mais elle n'est là que pour aider l'instance. En local, c'est application de la loi de la République, c'est-à-dire pas plus que les ordonnances Macron. Et on a la seule chose qu'on a réussi, la ligne qu'on a arrivé à faire bouger, c'est que l'instance, cette commission, sécurité, santé, conditions de travail et développement durable en local, il n'y ait plus la référence à l'effectif. C'est-à-dire qu'on a fait sauter la barrière des 300
Et ça veut dire que, quel que soit l'effectif, pour les sites Céveso uniquement, voilà, il y aura une commission, mais ce ne sera aussi qu'une commission qui rapportera à l'instance. On a aussi réussi à négocier le fait qu'il y ait une sténotypie dans cette instance. Ça veut dire que tous les échanges qu'on aura eu dans cette commission, il y aura un compte-rendu des écrits. Et ces écrits-là sont après apportés au PV de l'instance. Et ça permettra aussi, parce qu'on sert beaucoup aussi de cet outil de PV pour aller, pour après, s'il y a des soucis, des cas avérés de souffrance, enfin je ne vais pas dire de souffrance du travail, mais on peut dire soit de risque, de salariés qui sont atteints par les conditions déplorables de travail, de pouvoir après rester en justice, on donne cet outil-là. Mais c'est tout ce qu'on a réussi à négocier, quoi. Et c'est l'application de la loi. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, nous, arriver à ce... Là, on a réussi aujourd'hui à casser les frontières syndicales, parce qu'on était tous d'accord pour dire que voilà, la santé, elle n'a pas de prix. Alors mon employeur, il dit la santé, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, vous comprendrez bien. Ça, c'est dit, hein. Et je voudrais faire partager ça parce que sans construire vraiment un rapport de force entre nous, toutes les organisations syndicales qui sont là pour quand même défendre les droits et les conditions de travail des salariés, je pense que voilà, les lignes, on les fera bouger petit à petit. Nous, on a fait ce qu'on a pu, mais on a une organisation syndicale qui fait plus de 30%, et l'accord est soumis à signature et l'accord est signé, avec validant toutes les régressions sociales. Demain, on verra bien, moi déjà en local, la direction me dit qu'elle aura des difficultés à fonctionner sans l'instance du CHSCT dont les membres ont une analyse, une connaissance, enfin une analyse déjà, une connaissance des conditions de travail des salariés. Les salariés ont confiance à leurs représentants qui parlent. Demain, sans instance, il n'y aura plus cette disponibilité des élus. Et demain, les salariés seront isolés, ils parleront plus. Donc la direction, elle a des craintes parce qu'il y a des cas de grande souffrance qui ont été remontés. Et après, on ne sait pas. On verra en avançant, mais dans tous les cas, elle a été informée la semaine dernière que la suppression de la déclaration aussi dans les instances, par exemple en CE, pour dire vous avez des cas, demain sans les CHSCT, vous prenez vos responsabilités, mais les conséquences sur les humains, elles seront irréversibles. Et donc ça sera trop tard pour dire si on avait su. Mais c'est maintenant qu'il faut se bagarrer pour, au travers peut-être des règlements intérieurs, comme le font certains groupes, règlements intérieurs des CHSCT, à faire en sorte de maintenir les droits et les prérogatives des instances. C'est possible. Donc utilisons les possibilités que l'on a pour aller chercher les CHSCT de demain. Oui, donc moi je suis salarié de l'aéroport de Paris. Alors, contrairement à mes collègues qui ont pris la parole au début de réunion, moi je travaille sur la plateforme d'Orly. Et eux, ils étaient donc sur la plateforme de Roissy. Moi, je voulais dire à travers tout ce qui a été dit, c'est qu'en fait, ce que je pense du principe que ça a été un choix délibéré et accentué du MEDEF, qui aboutit malheureusement à la suppression des CHSCT. Moi, ce qui me fait dire, notamment par rapport à les différentes réactions et prises de parole, c'est de savoir quel était le but de cette suppression du CHSCT. Parce que certains disaient que les prérogatives étaient énormes, mais elles n'étaient pas suffisamment, pour beaucoup de CHSCT, suffisamment utilisées. Mais je pense que le peu utilisé était suffisant pour effectivement créer des problèmes dans l'organisation et mise en place du travail dans les entreprises. Je pense qu'il faut aborder aussi, à mon avis, cet aspect-là aussi d'une manière un peu politique, parce que quand même, il faut aussi reconnaître que la société évolue, et notamment le monde du travail, crise faisant, le MEDEF est confronté à cette situation et voudrait organiser et mettre en place le travail tel qu'il le conçoit. Donc je pense que ce choix a été fait pour qu'il puisse avoir les mains libres et d'effectuer effectivement une organisation du travail telle qu'il l'imagine et telle qu'il l'a déjà appliquée dans le siècle dernier. Donc moi, le risque, pour moi, il est énorme. Maintenant, est-ce que le CSE va pouvoir répondre à nos préoccupations? Moi, je suis convaincu du contraire. Je pense que ça n'a pas été fait par hasard et que le choix, c'est libéré. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, celle qu'on nous a demandé, c'est qu'on s'engage dans une action, un combat pour maintenir le CHSCT qui existe. Je dis oui. Moi, lors de question, j'accepte ce pseudo-CHSCT qu'on va nous présenter au CSE.
Donc je me place tout à fait, j'invite tout le monde effectivement à mener ce combat pour maintenir le CHS tel qu'il est. Merci. Je suis plus en activité et c'est pour ça que j'ai la chance, contrairement aux camarades de la RATP tout à l'heure, d'avoir connu la mise en place du CHSCT. Je fais ce retour en arrière, c'est ça, juste pour signaler que la loi ne dit pas tout. Dans un premier, alors, j'étais dans une profession où on avait de l'avance par rapport à la loi dans certains domaines, et puis dans d'autres, on était carrément à la remorque. On était en avance sur tout ce qui était introduction de nouvelles technologies. On était un peu forcé, puisque une technologie qui avait 100 ans disparaissait sous nos yeux. On était très en retard sur tout ce qui a été la mise en place de la commande à distance des machines. Très longtemps à comprendre que ça comprenait le CHSCT. L'autre point sur lequel on a vraiment pas réagi tout de suite, c'est utiliser la personnalité juridique propre du CHS. Il a fallu, je peux le souvenir, 3 ou 4 ans pour que l'un des élus dise quand même, s'il continue, on pourrait très bien aller en justice. Et puis, on n'y a pas été, parce que la direction nous a convaincus, il ne faut pas dire autrement, qu'il valait mieux régler ça entre nous. Donc vous voyez, les choses ne vont pas de soi, même quand la loi est bonne, les choses ne vont pas de soi aussi. Et du coup, je me dis, c'est la même chose quand la loi est mauvaise. C'est pas parce que la loi dit une chose qu'on est obligé de s'y plier. Alors tout à l'heure, je pense que Christine, a dit quelque chose d'important, c'est que ce que les CHSCT ont apporté, c'est qu'on discute du détail du travail tel qu'il a lieu. J'ai un souvenir qui me vient à l'esprit à celui de l'intervention de Christine, c'est le médecin du travail, dans une imprimerie, signale qu'à tel poste, les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Tour de piste du CHS, et évidemment, le directeur nous arrête à l'endroit où les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Et puis, il y a le secrétaire du CHS a eu cette très bonne idée de prendre le problème, de retourner le problème, en disant, non pas il faut respecter les consignes, mais pourquoi vous ne pouvez pas respecter les consignes? Qu'est-ce que ça ferait si vous appliquiez strictement le panneau écrit en rouge sur fond blanc? Quand les gars ont appliqué, on était tous convaincus que c'est eux qui avaient raison. C'était dangereux ce qu'il faisait, mais c'était la seule façon de bien faire son boulot. Donc ça pose le problème. Là, on a fait toucher du doigt le directeur, marquer ce qu'il veut sur son panneau. La vie, elle n'est pas comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi en tête, lorsque les ordonnances seront applicables, de relier tout ce qu'on a fait avec les CHSCT ces dernières années, et en mettant un cahier revendicatif qui dit qu'on veut pouvoir refaire tout ça. Faire le tour de l'entreprise, aussi souvent qu'il le faut, avoir le cahier des activités du travail, pouvoir enquêter à la suite de l'agresseur, et point par point, mais forcément ça va faire 100 points, en disant que voilà de quoi il s'agit, c'est ça le CHSCT, c'est pas juste ton élu, etc. Après, il y a des difficultés, il y en a forcément, difficultés budgétaires, puisque aujourd'hui, le fait de ne pas avoir budget fait que toutes les factures, c'est le patron qui les négocie. Le fait d'avoir beaucoup moins d'élus, c'est pas seulement la diminution du nombre d'élus et le fait que les suppléants puissent pas siéger, c'est aussi l'obligation de fixer un CHS par entreprise. Alors qu'aujourd'hui, on peut très bien avoir 2 CHS au sein de la même entreprise, ou au contraire, un seul CHS pour 2 filiales, parce que c'est sur le même site, il y avait une grande liberté qui a été, là aussi je le redis, acquise au fur et à mesure. C'était une ouverture permise par la loi, on ne l'a pas utilisée tout de suite. Donc j'insiste là-dessus. C'est pas parce que la loi dit quelque chose que ça se passe, la vie elle restera la même après les ordonnances. Les problèmes resteront les mêmes. Donc il faut continuer à se battre pour qu'on puisse discuter du travail tel qu'il se fait, pas tel qu'il se raconte dans les procédures et autres. Oui, bonjour, Pascal Pitt, je suis élu dans un CHSCT de centre d'appel d'Orange. Je voulais intervenir sur la question de savoir, en fin de compte, ce qui est visé, quelle est la philosophie de ces ordonnances et de
de la suppression du CHSCT, mais il ne faut pas forcément abandonner le terme de fusion. Parce que je disais là, dernièrement, il y avait un débat entre un ancien responsable de l'ANACT, qui est aujourd'hui inspecteur, qui est à l'IGAS, et une universitaire de Nanterre, qui évidemment se prononce contre la suppression du CHSCT, l'universitaire de Nanterre, et l'ancien responsable de l'ANACT, lui, défend les ordonnances. Alors c'est assez intéressant de voir quels sont ses arguments dans la défense, parce que c'est en comprenant bien ce qu'ils veulent mettre en place qu'on peut éventuellement envisager des répliques. Alors voilà ce qu'il dit. Il dit « La santé au travail ne doit pas être une arrière-pensée ». Alors qu'avait-il derrière la tête en parlant d'arrière-pensée? Alors ça, vous allez le voir. La santé au travail ne doit pas être une arrière-pensée. Elle a vocation à être prise en compte au même rang et en même temps que les implications économiques et sociales des projets d'investissement et de réorganisation de l'entreprise, décisifs pour les conditions de travail de demain. Je crois que c'est là la philosophie des ordonnances. La philosophie des ordonnances, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus la restigma. La restigma, c'était un CHSCT qui avait usé du fait qu'il était sujet de droit, du fait qu'il avait la possibilité d'ester en justice, pour faire stopper une réorganisation qui était contraire à la protection des santé des salariés. Cette philosophie-là, des CHSCT tels qu'on la connaissait, ça implique quelque chose. Ça implique qu'il y a une incompatibilité entre la protection de la santé des salariés et le mode de production capitaliste aggravé par ce qu'on appelle le néolibéralisme qui consacre vraiment l'isolement des salariés. Les dispositifs managériaux, c'est l'individualisation du transfert du travail à travers notamment les évaluations d'un individuel des compétences ou des performances. Et donc on assiste à ce que le père de la psychologie du travail en France, Christophe Dejour, appelle les pathologies d'isolement. On a donc affaire à des pathologies d'isolement. Donc l'idée, c'est qu'il y a une incompatibilité entre le mode de production capitaliste revisité par le néo-management qu'on connaît partout aujourd'hui, l'individualisation du travail, et donc ça peut donner lieu à travers la personnalité juridique, comme ça a été dit jusqu'à présent, à montrer qu'il y a une incompatibilité entre le mode de production et la santé au travail. Ça, ils n'en veulent plus. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent fusionner le CHSCT, disparition du CHSCT, mais fusionner quand même. C'est-à-dire que les questions de santé au travail soient prises en compte dès qu'il va y avoir une réorganisation qui va être mise à l'ordre du jour du CSE. On va noyer les questions de santé au travail dans les questions économiques. Voilà. Alors, il faut avoir bien ça en tête parce que c'est à travers ça, à partir de là, quel espace des possibles on a dans le cadre du CSE pour faire prendre en compte que, comme ça a été dit juste avant moi, que la question de l'atteinte à la santé, ça reste le roc contre lequel, de toute façon, ils se buteront toujours. La santé au travail, c'est toujours là. Ils veulent avoir la peau du CHSCT, ils ne doivent pas avoir la peau de l'investissement militant dans les questions d'organisation du travail. Oui, bonjour. Comme un droit, il faut s'en servir. J'ai retenu le droit à l'image nationale, il faut le filmer. Continuer à filmer, mais j'avance le droit d'image. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Pour moi, qui est un exemple. Et je suis membre de CHSCT dans la CHSCT d'Air France. Je suis assez vieux pour avoir vu l'arrivée des CHSCT, assez vieux pour les voir disparaître. Je m'en réjouis pas. Mais néanmoins, il faut comprendre ce mouvement de la disparition de CHSCT dans un mouvement plus large. Il y a la disparition du droit régalien de l'État à faire des règles, et que ce soit les entreprises qui passent leur propre loi.
Et là, on rentre tout à fait dans ce cadre-là. Il va falloir négocier, entreprise par entreprise, les droits des salariés. Et le CHSCT, il rentre dans ce cadre. La fusion des instances, c'est ce cadre-là. C'est la suprématie de la loi des entreprises sur la loi des citoyens. On voit déjà au niveau européen, que ce soit pour les équipements de travail, les équipements de protection individuelle. La réglementation européenne minimale, ce sont les normes créées par le marché qui fixent la protection des salariés. Et là, on insiste pour la même chose pour les droits sociaux, pour la défense des intérêts des salariés en termes de santé et sécurité au travail. Et c'est exactement sur ça que veut nous entraîner le MEDEF, c'est la négociation, l'habilitation des négociations, entreprise par entreprise, pour le maintien d'une institution représentative du personnel en charge de la santé et sécurité au travail. C'est là-dedans que ça s'inscrit, et c'est là-dedans que le rapport de force, que les classes, pour citer certains générales, doit s'inscrire. Et là, c'est là, tous les droits acquis dans le CHSCT ont été acquis par la vie sociale tout au long de la défense de la santé et sécurité des salariés. Je peux revenir sur les luttes, sur les cadences infernales, contre la rationalisation. Maintenant, on a la même chose avec le management Wall Street, avec le lean management, les méthodologies de l'organisation du travail. Le MEDEF ne supportait pas que le CHSCT remette en cause son droit fondamental d'organiser le travail pour les exploiter. Et là, on est dans ce cadre-là de la lutte contre l'exploitation, pour une meilleure organisation du travail, pour la défense de la santé et de la sécurité des salariés. Merci. Je vais essayer de synthétiser ce que je comprends de ce qui se dit ici, que je partage également assez largement. J'étais moi-même représentant du personnel à une certaine époque dans la métallurgie, et puis en fait c'est là où j'ai découvert le travail, le monde du travail, et si vous voulez, à cette époque-là, donc ça remonte à peu près à 30 ans, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc comme la plupart des salariés que vous côtoyez tous les jours, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Et on ne connaît pas ses droits. Et donc à cette époque-là, moi je voulais rentrer dans le CHSCT, j'avais été élu au CE, et je voulais rentrer dans le CHSCT pour justement parler d'autre chose que de questions politiques. Et j'en ai été empêché parce que les places étaient réservées. Vous comprenez? Donc moi, comme je voulais, j'étais, comment dirais-je, jeune et plein d'entrain, je voulais comprendre tout ça, progresser, et en même temps, je voulais préserver en quelque sorte mes intérêts individuels, c'est-à-dire essayer de gagner un petit peu et de progresser dans la hiérarchie, etc. Et donc, dans cette perspective-là, j'ai choisi le syndicat CFE-CGC. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens du CFE-CGC par beaucoup. Manifesté, il y en a pas beaucoup peut-être. Et comment dire, donc quand j'ai commencé à travailler dans le CE, j'ai découvert le fonctionnement économique de l'entreprise. C'est par là que c'est passé, en tant que représentant du personnel. Alors, donc après, bon, j'ai été manager, j'ai même été contremaître, mais bon, c'est pas ça le plus important. Après, je suis parti faire autre chose. Et j'ai appris la sécurité et j'ai travaillé 20 ans dans la prévention. Donc j'étais contrôleur de sécurité à la CRAMIF. Et là, j'ai eu un autre regard sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel, et en particulier sur le CHSCT. À cette époque, je défendais l'idée qu'il fallait donner des moyens supplémentaires aux entreprises sans CHSCT. Parce que d'abord, les statistiques montraient que la sinistralité est extrêmement importante dans ces petites entreprises, et qu'en plus, il y avait une sous-déclaration extrêmement importante. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un côté, vous avez les statistiques qui donnent des chiffres déjà élevés. Aujourd'hui, en France, on a quand même 1000 morts au travail. Alors, les dernières statistiques annuelles, en 2015. Mais en fait, les réalités ressemblent plus au principe de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a un petit morceau qui dépasse, et vous avez une grosse masse inconnue qui reste finalement non évoquée, non discutée. Enfin, je pense que vous en connaissez un petit bout de cette face cachée de l'iceberg.
Et donc, je vais revenir après avoir passé par cette petite historique, sur la loi ne dit pas tout. Hein, c'est ce qu'un de vous a dit tout à l'heure. Effectivement, la loi ne dit pas tout. Et la loi, elle aussi, dans ce principe de l'iceberg. C'est le petit bout qui dépasse quand on est en colère, comme on peut l'être avec ces changements importants de politique. Quand on veut absolument faire aussi changer les choses au quotidien dans l'entreprise, eh bien, il faut faire quelque chose, effectivement. Mais je dis la loi ne dit pas tout parce que, je répète ça, parce que finalement, il y a autre chose à faire. Il faut ouvrir des perspectives à finalement un changement qui est probablement, on est là aujourd'hui, ça semble inéluctable, et il y aura peut-être encore d'autres choses, il y en aura sûrement aussi, qui vont nous mettre encore plus en colère. Donc il faut qu'on arrive à penser autrement les choses, c'est-à-dire pas seulement défendre ses droits, et défendre les droits qui sont transformés, mais aussi penser qu'il y a d'autres choses à faire. Par exemple, sur le CHSCT, justement, c'est quand même une instance technique. Et la raison pour laquelle, probablement, peut-être, il a pu disparaître pour les entreprises de moins de 300 salariés, il ne faut pas me dire les choses telles qu'elles sont, hein, il ne disparaît pas complètement, heureusement, mais dans les petites entreprises, dans certaines petites entreprises, il n'a jamais existé. C'est les DP qui doivent faire ce rôle-là. Et dans les DP, eux, comme vous avez pu le remarquer, ils ont encore beaucoup moins de moyens que vous. Vous avez vous-même faire ce job de protection de la santé des salariés. Donc, défendre ses droits n'est plus suffisant aujourd'hui. C'est peut-être ça qu'il faut regarder plus près. Si le CHSCT disparaît d'une certaine façon, c'est parce qu'il a pu dériver sur le politique. Faire de la technique, c'est pas ne pas faire de la politique. C'est parce que dans la technique, par exemple, quand on a un regard sur le travail, quand on analyse et qu'on fait un choix, une méthode d'analyse, quand on discute des choix de mesures de prévention, tout ça c'est de la politique. Et c'est ça qu'il faut défendre. Donc il faut rentrer dans une logique probablement un petit peu plus large pour essayer de se donner quelques perspectives et une autre, finalement, un devenir au CHSCT. Bonjour, je suis secrétaire du CHSCT de Châtelet. Moi je suis un petit peu vue aujourd'hui aussi dans l'espoir de voir comment on peut battre efficacement contre ces lois de ici, ça y est, elles arrivent, etc. Je perds comme pas espoir. Voilà, et du coup, c'est un peu des questions que vous donnez, mais du coup, je me pose la fin. Je me dis déjà, ça serait bien, il y a eu des manifs, ça a été quand même compliqué, il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues là, contre ces lois de travail, ces ordonnances, etc. Donc c'est une chose. Cette initiative, du coup, et merci beaucoup à ceux qui l'ont organisée, parce que je pense que c'est vraiment important. Comme ça, j'ai l'impression que d'un côté, il faut qu'on arrive à continuer à se battre contre ces ordonnances, et puis, comme ça a été dit par plusieurs personnes de façon différente, que sur le genre, quoi, si je peux dire, qu'on se batte dans nos entreprises pour négocier des accords qui préservent au maximum les CHSCT. Et je me dis ça, on peut faire ça chacun dans notre coin, mais on peut aussi faire partager, essayer de... Et moi, par exemple, la question que je me pose, c'est est-ce que, en imaginant, un truc peut-être pas réaliste du tout, mais en imaginant qu'un employeur souhaiterait préserver les CHSCT, parce que cela peu importe, est-ce que les ordonnances telles qu'elles sont pourraient le permettre? Voilà, moi j'ai pas complètement, sur certains aspects, oui, sur d'autres, comment dans justice après, s'il y a fait référence au CHSCT, comment, etc. Voilà, ça paraît un petit peu plus compliqué, si je puis dire. En tout cas, peut-être qu'on pourrait travailler à une espèce de base, de modèle, entre guillemets, d'accord, type, qui serait une espèce de truc vers lequel on pourrait aller, chacun de notre côté, dans nos entreprises, pour mettre la barre haut, quoi. En tout cas, après,
idéaliste, d'être ceci, cela, mais il pourra peut-être aussi gagner sur ces deux aspects-là. J'ai entendu par exemple quelqu'un qui parlait d'utiliser les règlements intérieurs, ça peut être intéressant, mais je ne vois pas trop comment, là, ça peut être utile, par exemple. Voilà. Mon intervention va aller dans le sens de l'intervention précédente, parce que je voudrais porter à votre connaissance un certain nombre d'éléments. Bien évidemment, moi je considère que les CHSCT sont victimes un peu de leur efficacité. Dans le dialogue social, les CE ont été laminés par la possibilité par les employeurs d'anticiper les difficultés économiques, et on a vu fleurir les accords dérogatoires aux 35 heures, au temps de travail, voire même aux rémunérations. L'accord de rappel qui est resté aux salariés sur ces sujets-là était aussi le CHSCT. Ont été évoqués les Aristecma, FNAC, qui parvenaient à contrebalancer les décisions de la direction par le biais du CHSCT. Et donc là, nous sommes sur le coup d'après, c'est-à-dire couper les ailes à l'instance qui, avec tous les moyens qu'elle avait, venait contrebalancer tout ça. Sur les perspectives, je voudrais porter à votre connaissance un protocole d'accord qui vaut, attendez, je vais reprendre, qui vaut ce qu'il vaut, mais il a été signé dans la branche du pétrole. Dans une entreprise qui s'appelle LPI, sur le pourtour de l'état de l'Ebre. Il va nous poser un certain nombre de questions parce que, justement, les lois Macron ont dissous le CHSCT en tant que tel. L'appellation de CHSCT disparaît. Mais dans cette boîte, il y a eu un conflit de grève qui portait sur tout ce qui était garantie conventionnelle, qui, je vous passe l'histoire, mais disparaissent aussi dans les ordonnances Macron. Donc les salariés de cette boîte se sont mis en grève. Et il y a une dizaine de jours, dans un week-end, ils ont signé un protocole d'accord. Et ce protocole prévoit, alors, hormis, puisque dans le pétrole, on parle beaucoup de retraite dont disposent les salariés postés, mais il a été convenu également que le maintien d'un principe de CHSCT avec des prérogatives moyennes et l'attitude identique à celle actuellement en vigueur. La direction s'engageant à maintenir dans le cadre du prochain accord préélectoral le même nombre de sièges pour le CE, pour le CHSCT, que ceux inclus dans un accord préélectoral qui datait déjà de 2015. Voilà, je voulais vous signaler ça parce que dans une boîte, en termes de levier d'action, bien évidemment appuyé par les salariés, ils ont tenté d'anticiper cette question de la disparition du CHSCT en essayant de sauver les meubles en se dotant d'outils qui pourraient servir, remplacer ou faire perdurer les sciences qu'ils connaissent aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se sera reproduisible partout en France et en Navarre, mais néanmoins, le fait que des salariés partent en action pour défendre l'instance qui, au regard du législateur, est déconnectée des réalités, on passe son temps en réunion. Là, on était dans une boutique quand même 1000 salariés, 1000 salariés qui partent en action pour ces questions-là. Cela peut nous permettre d'entrevoir quelques perspectives. Voilà. Je voudrais faire part d'une expérience récente. Je suis moi analyste du travail, du métier, donc intervenante en entreprise, beaucoup d'entreprises et avec des CHSCT, pas seulement avec des CHSCT, mais quand je suis en relation avec des CHSCT, c'est vraiment des CHSCT de toutes qui regroupent des syndicalistes de toutes les organisations syndicales, très souvent. Et puis parfois des non-syndiqués, enfin bref, donc j'ai une connaissance assez transversale comme beaucoup d'intervenants en entreprise de la situation. J'ai fait l'expérience récente d'aller à une journée qui était organisée par des consultants, pas le même type de consultants que ceux qui sont dans cette salle, je crois, qui portaient sur le dialogue social, et notamment sur la question de la formation au dialogue social.
Et donc, un débat l'après-midi sur comment former des élus au dialogue social, comment améliorer les compétences des élus, avec des tables rondes, des patrons, les patrons de l'EDRH de l'ancienne étaient là, il y avait des syndicalistes, CFDT, CGT, voilà, et j'écoute cette table ronde sur la formation des élus, qui m'intrigue, parce que former des élus, c'était les former à la communication, c'était les former beaucoup à des questions juridiques, et ça m'a donc conduit à poser la question à l'ensemble des personnes qui étaient là, en me disant, il y a ici le banc, l'arrière-banc de spécialistes du dialogue social. J'ai d'ailleurs appris que l'université elle-même s'apprête à mettre en place des formations de dialogue social. Bon, dialogue social, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Et donc j'ai posé la question au banc et à l'arrière-banc des spécialistes qui étaient là, en leur disant, mais il me semble que la première compétence d'un représentant du personnel, c'est tout à fait renversant comme idée, c'est de représenter le personnel. Et donc ça suppose que les représentants du personnel aillent rencontrer les gens qui travaillent, qu'ils se fassent le tour des services, qu'éventuellement ils fassent eux-mêmes quelques petites analyses, qu'ils fassent des enquêtes, enfin qu'ils passent du temps avec les salariés. C'est franchement renversant comme idée. Et donc, comment est-ce qu'on peut soutenir, c'était ma question précise, comment pouvez-vous prétendre qu'en diminuant le nombre d'élus, rien que ça, on va permettre aux élus de continuer à aller voir les salariés dans les services et d'y aller encore plus. Je n'ai pas eu de réponse. La salle a applaudi, mais j'ai quand même, tout le monde a regardé ses chaussures et je n'ai pas eu de réponse à cette question qui me paraît toute simple. Donc moi, je voudrais que, obstinément, on fasse paraître, je le dis en partie aux quelques journalistes qui sont là, s'ils sont là, mais obstinément, qu'on pose la question, dites-moi logiquement, comment va-t-on faire que des élus, des représentants du personnel puissent continuer à rencontrer le personnel avec moins d'élus? Parce que je pense que l'un des enjeux, c'est pour ça que je relis ce que disait Pascal, je pense que l'un des enjeux de l'ordonnance Macron, c'est quand même qu'au bout d'un moment, ce qu'on appelle les représentants du personnel ne soient plus des gens qui sont autour d'une table avec le patron et que ça puisse se passer en chambre, tout ça. Donc je crois que ça fait partie de la philosophie de l'ordonnance, finalement, que d'ici quelques temps, les salariés se disent que décidément, les syndicalistes ne servent à rien. Moi, je suis retraité, et je suis toujours à la CGT. Je vais réagir par rapport à ce que tu viens de dire, parce que ça m'importe. Je pense que déjà, depuis un bon moment, la lutte des patrons, que les patrons mènent, c'est de faire en sorte que les salariés estiment qu'ils n'ont pas besoin de représentants. J'en suis convaincu. Je pense que ça fait partie de... Macron, il est encore plus fort que d'autres là-dessus, dans le libéralisme. Son type de libéralisme. Je pense que c'est ça. C'est de responsabiliser, quelque part, c'est la responsabilisation de qui? Des individus. De façon individuelle. Pas du collectif, pas du syndicat, ou parti politique, ou l'organisation sociale, peu importe. Non, c'est chacun devient responsable de soi. C'est fondamental dans leur façon de penser aujourd'hui. Donc si chacun est responsable de lui-même, il n'a pas besoin d'autres. Je pense que ça, c'est très important. Et ça, c'est pas nouveau, ça se développe. Par exemple, les CHS, bon, c'est un peu différent ce que je veux dire, mais ça va un peu dans le même temps. On crée des CHS, dès que, je prends l'exemple des suicides au travail, qui, malheureusement, ça continue, parfois ça se termine. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand ça commence à monter un peu la sauce? On crée une commission. Enfin, le patron crée une commission avec qui l'ingénieur sécurité, le DRH, quelques membres de la hiérarchie et 1, 2, 3 maximum représentants du CHSCT élus par les salariés. Et ça tourne pendant des mois, des années, hors la loi, parce que là, il n'y a pas de loi pour cette commission. C'est un truc qui se débrouille, qui fait des machins, on ne sait pas trop d'ailleurs, et ça ne donne rien. On a noyé le poisson complètement, et ça existe. Moi j'ai travaillé à Thales,
Et donc, pratiquement tous les centres Thales, il y avait ça. Des commissions sur les risques psychosociaux. On dirait comme ça, ou de qualité de la vie au travail. Et c'est le même genre. Et voilà. Enfin, voilà, j'arrête là. Moi, je m'appelle Christophe Lenouvel, je suis un secrétaire de CHSCT comme tant d'autres. On a 25 000 en France, vous savez, je pense que vous l'avez vu aussi, autant. Moi, je souhaitais m'exprimer sur la disparition du CHSCT en faveur d'un CSE. Je dis en faveur, mais c'est en défaveur du monde du travail, des conditions de travail. Simplement, pour dire mon désarroi de voir un organisme nous permet d'aboutir à des résultats. On n'arrive pas à tous les résultats. Pour y arriver, il faut travailler. Et parfois, le secrétaire, ses membres sont un peu isolés quand même. C'est pas si facile que ça quand même. Ça demande beaucoup de boulot. Je voudrais dire quand même que si le CHSCT, on y mettra la lettre E derrière, dans la question d'environnement, on en parle peu, mais ça existe. Je pense que ça fait peur au patron, ça lui fait dépenser beaucoup d'argent, et c'est surtout sur le plan de son exposition, au terme de sa responsabilité de résultat de sécurité, qu'il est franchement inquiet. Malgré tout, je regrette quand même qu'un gouvernement ait supprimé la condamnation pénale du patron. La ZF me fait, même si c'est une belle bataille de monnaie, franchement me fait honte et ça m'écoeure de voir des responsables si peu condamnés. Ça veut dire que ça laisse tous les autres employeurs voyous, ils ne sont pas tous voyous, mais voyous, faire des choses qui sont alarmantes, dangereuses pour la population, pour les travailleurs. Ce que je voulais dire aussi, c'est que dans mon parcours, moi je suis un membre de CHSCT depuis 2005, je suis secrétaire un peu après. Moi, après une chose quand même, c'est que franchement, ça fait flipper les employeurs quand on fait bien son boulot dans le CHS. Bon, faire appliquer l'obligation de résultat de sécurité d'un employeur, je le disais tout à l'heure, c'est du travail, ça se fait pas comme ça, et il faut aussi des formes de traçabilité. Et ce qui m'inquiète justement avec les ordonnances Gattaz-Macron, c'est la question liée à la traçabilité au terme de l'accident de travail, maladie professionnelle, qui, au terme du préjudice, la réparation donc, du préjudice ATMP, mène souvent vers les tribunaux, notamment le TAS, le TCI, mais aussi en passant par le Conseil des prud'hommes également. Voilà. Moi, je pense qu'au travers des sous-déclarations des accidents de travail et maladie professionnelle, c'est une atteinte portée à la sécurité sociale dans toute sa splendeur. Et moi, je vous invite à y réfléchir. Je pense qu'on est tous convaincus si on est là, mais je vous invite à regarder un peu ce que ça impacte sur la sécurité sociale et de comment, avec ces ordonnances, ce CSE, comment on détourne la question de la traçabilité dans des commissions, on appelle comme on voit, des commissions dévoyées d'un organisme soumis à un procès verbal qui est l'essence même de la traçabilité. Voilà, c'est ça que je voulais passer comme petit message. Je voulais aussi, et en terminant, parce que je suis très long, et je ne veux pas, on va dire faire court, c'est que dans l'interrogatif de CHSCT, dans l'entreprise de l'énergie, mon employeur c'est Enedis. L'employeur fait tout pour empêcher le bon fonctionnement du CHSCT, puisqu'il ne donne pas d'accès aux bases de santé et sécurité locales, nationales. On appelle ça le prescrit, donc les notes. Donc il faut appliquer sur le terrain. Et comme l'employeur, je l'entendais tout à l'heure très justement, disait qu'on dévoile tout vers le bas, c'est-à-dire qu'on responsabilise un travailleur, un agent, et qui fait que ça dédouane de fait des employeurs qui détournent tout le temps en disant il n'a pas respecté le prescrit, le règlement intérieur, il n'a pas appliqué la norme,
de ce qu'ils auraient dû faire, et on en oublie de fait le travail, enfin, on en dévoile le fait du travail prescrit, et on en oublie le travail réel. Et ça, c'est très grave. Ce CSE-là, c'est à démonter, à décortiquer, c'est sûr, mais à démonter et à empêcher par tous les moyens qui nous sont possibles pour que ça n'arrive pas. Alors vraiment, on tombe les ordonnances. Voilà, merci. Je suis Gabriel, je suis membre de la CHSCT depuis longtemps, parce que je l'ai connu dans une configuration fonction publique, parce que j'ai le privilège de bosser dans une boîte qui s'appelle Orange. J'ai commencé au PTP, donc j'ai tous les défauts. Je suis fonctionnaire, je travaille dans une entreprise du CAC 40, donc je suis et donc j'ai connu quand même les évolutions, les avancées que les IRP peuvent donner en termes de protection des salariés. Vous avez la CHS fonction publique, ça a été évoqué tout à l'heure, mais dans l'ancienne version. Et donc maintenant, je siège dans des instances modernes, peut-être, pas assez au goût de certains, qui veulent les réformer. Et j'ai pu voir ce que l'on pouvait faire dans la CHSCT. Donc j'ai eu tous les défauts, je le répète, c'est ce que j'ai en tant que DP, en tant que CHSCT, en tant que CE, depuis la JLS aussi dans le milieu antérieur. Et pourtant, la seule instance dans laquelle j'ai pu faire avancer des dossiers dans l'intérêt de mes collègues, c'est le CHSCT. Et pourtant, on fait, je pense, que 10% de ce que l'on devrait faire, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, et pourtant, on a la chance d'avoir un accord dérogatoire qui nous donne des moyens supplémentaires, mais la tâche est tellement importante qu'il est impossible de tout faire. Enfin, je pense que je défonce une porte ouverte en disant cela, mais c'est encore trop. Et la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que c'est une conséquence du travail bien fait ou mal fait? Je pense qu'on ne travaillait pas assez, que ce qu'on faisait était excellent, mais que c'était déjà beaucoup trop pour le patronat. Et que ce que l'on pouvait obtenir était en décalage complet avec les enjeux de l'entreprise moderne d'aujourd'hui, qui est de gagner toujours plus et d'apporter plus de dividendes. Donc on essaye d'utiliser le langage. Alors je suis désolé, je suis obligé d'avouer que je me suis reconnu dans les propos révolutionnaires de Christine tout à l'heure. J'en suis effaré. Mais je l'avoue publiquement. Oui, c'est révolutionnaire de dire que quand je suis membre de la CHSCT, j'ai quand même une seule vocation, représenter les intérêts du personnel. Et comme c'est en CHSCT, c'est sa santé et ses conditions de travail. Donc effectivement, on est confronté à des ordonnances qui aujourd'hui, au travers des abus de langage, non, c'est une utilisation de la langue tellement extraordinaire qu'on va nous expliquer que si on fusionne toutes les instances, c'est pour être plus professionnel, c'est pour être plus compétent. C'est pour avoir plus de moyens, parce que ça a été développé tout à l'heure, le CHSCT n'a pas de budget. Et bien je veux dire que c'est une chance à mes yeux. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le CHSCT n'a pas de budget. Je comprends, oui. Et pour moi, c'est une chance de ne pas avoir de budget. Parce que dans les futures instances, si tant est que j'ai bien compris les textes, on pourra utiliser le budget du CSE, enfin ex-CE, mais le problème, c'est qu'on n'aura jamais assez de budget. Et que le nerf de la guerre, ce sera l'argent, et qu'on n'aura pas assez d'argent pour aller au bout de nos propos. Aujourd'hui, quand on voulait faire une expertise, eh ben, si le patron n'était pas d'accord, on allait au tribunal, et le tribunal jugeait, autant faire se peut honnêtement, de la pertinence de notre demande, et si elle était reconnue comme telle, quel que soit le coût de cette expertise, elle était financée par l'employeur. Demain, si on veut faire le même exercice, si on n'a plus de budget dans notre instance CSE, eh bien on n'aura plus qu'à pleurer en disant qu'on avait le droit de le faire, mais on ne peut pas. Et là où il y a peut-être encore un vice supplémentaire, c'est que j'ai pu comprendre qu'on pouvait mutualiser les budgets, vous le terme de mutuel tout à l'heure, excusez-moi, et qu'en fin de compte, aujourd'hui, pour ceux qui siègent dans un comité d'entreprise, dans un comité d'établissement, sur quoi on s'empaille? Sur les ASC, sur le budget et sur le chèque cadeau de la fin d'année. Et donc si en plus on est perverti par ce système-là, eh bien on aura encore moins de moyens pour le CHSCT. Alors quand j'ai dit ça, je ne suis pas sûr d'avoir fait avancer beaucoup la question, d'où ma présence aujourd'hui, c'est qu'effectivement je suis attaché au CHSCT tel qu'il existait il y a 2 jours encore, 3 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire demain? J'en sais rien. La bonne surprise aujourd'hui, c'est de voir des gens qui ont des orientations syndicales différentes et qui peuvent se retrouver autour d'un sujet commun. Je n'ai pas mis mon appartenance syndicale en avant, c'est pas le plus important, mais déjà, j'ai le plus en entendre, en reconnaître 2 ou 3. C'est pas nous, à 200 qu'on est aujourd'hui, peut-être, on fera changer les choses. Mais si nos fédérations syndicales, nos confédérations et autres arrivaient à entendre notre message et à le porter globalement, je pense qu'on aura peut-être fait un pas en avant. Parce qu'aujourd'hui, être professionnel et plus compétent, c'est ce qu'on nous demande d'être. Pour autant, quand on regarde la professionnalisation du monde politique, est-ce que c'est ce vers quoi on veut aller?
je pose la question, vous avez imaginé que ma réponse elle est non. Et pour autant, on va diminuer le nombre de sièges, on va donc diminuer le nombre de personnes, on va faire des permanents techniques, plus que politiques, et que comme la soupe ne sera pas assez nombreuse pour tout le monde, il faudra se taper sur la gueule pour aller la manger. Donc au final, je pense que c'est un truc hyper dangereux pour toutes les organisations syndicales et qu'on aurait tous intérêt à unir nos forces pour essayer de trouver, peut-être qu'aujourd'hui ça sera la solution, on trouvera quelques pistes, et qu'on passe sur ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous oppose, et que n'oublie pas non plus que toute organisation syndicale bien pensée est d'abord là pour défendre l'intérêt de ses militants, mais aussi de l'ensemble du monde du travail, avant de défendre sa propre chapelle. Et aujourd'hui, quand on veut détruire le monde syndical, on se trompe. Il y a un syndicat qui va gagner. Alors, il s'appellera peut-être pas CGT, il s'appellera probablement pas FSU, il ne s'appellera pas CGT non plus, il s'appellera BDF. Mais vous avez bien compris que les CHSCT, ils ont été dans le privé, mais pas encore dans le public. Donc nous, on va tout faire, non seulement pour les préserver, mais pour obtenir des droits nouveaux. Mais la question de l'unité, c'est comment les agents du service public et les collègues des entreprises privées, on va réussir à agir ensemble pour mettre en avant toutes nos revendications concernant l'amélioration des conditions de travail et de la santé des personnels. Bon, je ne vais pas vraiment faire plus long, je crois que le débat aura lieu cet après-midi, mais c'est ça la question. Parce que, bon, on a bien vu que quand il fallait unir nos forces entre agents du service public et collègues du privé, ben, c'était pas si simple que ça, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes employeurs, et nous on est confrontés à des difficultés qui sont... Alors évidemment, on est quelques-uns à avoir encore la sécurité de l'emploi, je crois qu'il y a quand même 25% de contractuels qui n'ont pas la sécurité de l'emploi, hein, donc c'est pas rien, et certains de chez nous dépendent aussi du code du travail, donc en fait sont des statuts un petit peu bâtards. Je pense que les organisations syndicales au sommet, mais aussi sur le terrain, on a besoin de se parler.